a un texte de avoir invité, un texte à la poste. Je ne suis pas informaticien, je ne suis pas ingénieur, je suis journaliste. Certains me diraient que c'est le low-tech aujourd'hui. Donc je vais commencer un peu par vous raconter mes débuts dans le journalisme, c'est pour montrer l'évolution technologique de ce métier. J'ai commencé en 1971 à la radio israélienne comme rédacteur de nouvelles. Alors les nouvelles, on les tapait à la machine à écrire. Les dépêches d'agence arrivaient sur un engin qui s'appelait Telex. Est-ce que quelqu'un ici ne sait pas ce qu'était un Telex? Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, pas mal. On m'a dit à Intech qu'il y a quelques années encore, il y avait ici un Telex qui était formidable parce qu'on était sûr que ça ne pouvait pas être hacké. C'était une ligne qui partait d'un endroit et qui arrivait à un autre et personne ne pouvait vraiment se brancher dessus. À mon époque, les sorties en reportage se faisaient avec un enregistreur à bande magnétique, c'était parfois assez lourd. On ramenait les bandes magnétiques et pour monter les interviews et les reportages, c'était une lame de rasoir Gillette. On coupait les bandes magnétiques avec du scotch, on les collait et puis après on espérait que ça passe bien à l'antenne. Appeler la rédaction, il y avait une chose que l'on appelait jeton de téléphone. On s'arrêtait à une cabine, on mettait le jeton et puis on appelait d'abord l'opératrice. Bonjour, je voudrais un PCV pour Paris. Et c'est eux qui payaient quand ça marchait. Lorsque je raconte tout ça à des jeunes étudiants, ils me demandent à un moment ou à un autre si j'allais en reportage en calèche. Le matériel a commencé à évoluer d'abord avec l'arrivée de la cassette audio. D'ailleurs, c'était très bien, il y avait un truc qu'on appelait Walkman, où il y avait de la musique, et c'est le début, effectivement. On n'était pas obligé, pour écouter de la musique, de rentrer à la maison et puis de mettre un disque. Et pour les enregistrements, effectivement, on avait ces enregistreurs à cassette. Problème, arrivé au studio, il fallait les transférer sur bande magnétique et on recommençait avec la gilette à coller. En 81, j'ai commencé à travailler pour ce qui était à l'époque Antenne 2, une chaîne de télé. Là aussi, tout ce qui arrivait de Paris, autorisation de tournage, instruction, etc., clac, Telex. Donc il fallait attendre que le Telex me dise exactement ce que Paris voulait. C'était aussi les grands débuts de la vidéo de tournage. L'équipe, pour sortir, composait au minimum de deux, le caméraman et le preneur de son qui portait l'enregistreur de cassettes vidéo. Les cassettes bêta étaient à peu près grosses comme ça. On trimballait aussi d'énormes batteries qui servaient à la caméra et qui servaient à l'enregistreur. En 83, j'ai fait un reportage avec l'armée israélienne au sud Liban. Et j'avais heureusement un preneur de son et porteur d'enregistreur qui était assez solide parce qu'il se trimballait comme ça, 15 à 20 kilos. Moi, je portais un sac à dos avec des batteries au cas où. Pour courir, c'était un peu compliqué. Le montage se faisait au studio par transfert d'images. On avait deux magnétoscopes, un magnétoscope enregistreur, un magnétoscope lecteur. Et on transférait d'une cassette à l'autre, c'est-à-dire image, 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 image. Ça pouvait être un peu compliqué parce que s'il fallait à un moment ou à un autre changer le reportage, il fallait tout recommencer. Ça avait un avantage énorme lorsqu'on envoyait le reportage, souvent une demi-heure, 45 minutes avant l'heure du journal, le rédacteur en chef n'avait pas la possibilité de nous demander beaucoup de changements, ou alors il était obligé de couper à Paris. C'était compliqué, mais c'était aussi une période bénie parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de téléphone portable et impossible de donner des instructions aux journalistes sur le terrain. On est libre, on a plus ou moins expliqué ce qu'on voulait faire et Paris recevait le résultat. Du point de vue éditorial, c'était un avantage énorme. Vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi. Depuis, le matériel s'est considérablement réduit. On a eu d'abord les toutes petites cassettes qui rentraient directement dans la caméra avec l'enregistreur du son. Donc, souvent, le preneur de son n'était plus là.
On envoyait, et d'ailleurs encore aujourd'hui c'est le cas, dans les grands reportages un peu compliqués, un preneur de son pour donner un coup de main au caméraman et l'aider et surveiller aussi ce qui se passe dans son dos pendant le tournage, dans les régions un peu dangereuses. Parfois, il faut aussi une meilleure qualité de son et on a le preneur de son qui est là avec un micro vraiment, vraiment directionnel. On est arrivé ensuite au montage numérique. J'ai reçu des ordinateurs Mac de montage. Au début, il fallait de toute manière numériser les images filmées sur cassette. Les cassettes étaient déjà plus petites, donc ça prenait déjà beaucoup de temps. Par la suite, on a eu dans la caméra directement la clé USB ou le matériel qui permet directement des images numérisées par la caméra de les mettre dans le Mac de montage. Et puis alors là, on commence à gagner du temps. Avec les liaisons qui nous permettent directement de Paris. Alors j'ai le rédacteur en chef qui, je suis en plein montage, m'appelle et me dit « Dis donc, j'ai vu une belle image passer sur les agences, tu la colles dans ton reportage. » Mais attends, comment je vais faire? C'est pas ce que j'ai filmé. Et ça impliquait déjà des choses un peu plus compliquées pour tout ce qui était le sujet lui-même. Et le journaliste sur le terrain commence à perdre sérieusement son indépendance. Je voyais de plus en plus mes camarades plus jeunes journalistes arriver avec un caméraman, un ordinateur portable, on met tout dedans. Vous avez des logiciels formidables, et puis tout à coup, vous devez passer par le web sur le FTP à Paris pour recevoir des images qu'on vous donne et vous les intégrer. Cela veut dire que le rédacteur en chef avait de plus en plus de possibilités d'influencer directement sur le travail du journaliste sur le terrain, avec pour moi les inconvénients que cela représente, c'est-à-dire perte de liberté du journaliste sur le terrain. Ce n'est plus seulement le sujet qu'il a décidé de faire, mais le sujet que son rédacteur en chef veut qu'il fasse. On y reviendra. Tout ça, si vous voulez, c'est un peu pour le journalisme classique. La révolution numérique a aussi apporté de nouveaux supports. Sur le web, de plus en plus, on est passé au multimédia, avec tout un chacun met des blogs, avec des vidéos, du son, etc. Et des éléments de plus en plus nombreux dans le public abandonnent les journaux papier pour les lire uniquement sur le site web. Je suppose que tout le monde ici a son application pour Le Monde, Le Parisien, Libé, etc. Les journaux eux-mêmes sont en crise, on va le voir dans une minute. En France, aujourd'hui, 48 personnes interrogés dans le cadre d'un sondage, ça a été publié par Le Figaro, seulement 48% ont déclaré qu'ils s'informaient en regardant le JT. 25% reçoivent leurs informations sur le net. Pour les 18-24 ans, ce sont 41% qui cherchent à être informés d'abord sur les réseaux sociaux. Résultat, l'audience des JT, aussi bien aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, baisse de 3 à 4% par an. D'après ce que je vois sur les taux d'audience, France 2 et TF1 ont perdu à peu près 30 à 40% de leur audience en un peu moins de 10 ans. C'est énorme. Ça veut dire que le public, les téléspectateurs vont chercher vraiment leur info ailleurs. 3-4% par an, cela veut dire de 25 à 30% de pertes sur 10 ans, aussi bien aux USA, en Grande-Bretagne et en France. Pour les journaux, la baisse de circulation des journaux papier est de 20% entre 2000 et 2009. Pour essayer de récupérer un lectorat, tous les grands médias, en parallèle à leur publication papier, ont des sites web dans lesquels ils essayent d'apporter le plus, non seulement d'informations, mais le plus d'éléments, photos, vidéos. Aux États-Unis, depuis 2012, la diffusion numérique du New York Times dépasse celle du journal papier. Le Times a aujourd'hui 3 millions d'abonnés, c'est énorme, 1 million au journal papier,
près de 2 millions au web. Le chiffre d'affaires des abonnements du Times croît de 15% par an. L'abonnement est payant et dans une interview au Monde en avril dernier, Mark Thompson, le PDG du Times, a révélé que son journal a gagné plus de 500 000 nouveaux abonnés durant la présidentielle en 2016. Du point de vue purement économique, avec la baisse de la publicité sur l'édition papier et le développement de la pub sur le numérique, le Times espère engranger cette année 600 millions de dollars de publicité numérique. C'est là l'avenir du journalisme. Une information de qualité, crédible, facilement accessible sur tous les supports, papier, net, mobile, iPad, ordinateur, tablette, etc. Toujours accessible par podcast. À cela se développe de plus en plus le web docu, le web documentaire. On a des sites de web documentaires qui commencent à être de plus en plus remarqués. Tous les grands festivals de journalisme en France, mais aussi aux États-Unis, récompensent des web documentaires qui comportent à la fois de l'écrit, de l'audio, de la vidéo, avec des liens. Le client partout est prêt à payer pour une telle qualité. En France, il y a Mediapart, le journal en ligne, sans publicité. Ils coûtent 11 € par mois. La campagne présidentielle et législative ont apporté plus de 20 000 abonnés supplémentaires à Mediapart, qui aujourd'hui compte 150 000 abonnés. Une rédaction qui compte seulement une trentaine de journalistes et ils ont atteint l'équilibre budgétaire, ils règlent même tous leurs arriérés au fisc français. Mediapart va se développer également vers la vidéo, installe un studio et va, dans un avenir proche, diffuser, ils ne sont pas encore dans le journal télévisé en ligne, mais en multimédia, chaque interview, chaque papier important aura désormais ces séquences vidéo. Les chiffres de la diffusion des autres médias sont intéressants. La tendance qui a été observée en 2015 s'est confirmée. Les grands hebdomadaires, l'Obs et l'Express, ont perdu de 13 à 16% de lectorat en 2015. Ils sont à 401 000 exemplaires pour l'Obs, 338 000 pour l'Express, et ce mouvement de recul concerne aussi la presse People. Public, Closer, Paris, Gala enregistrent des baisses de 6% des ventes. Tous sont concurrencés par des sites internet qui diffusent gratuitement la même info. Ceux qui s'en sortent le plus sont ceux qui sont engagés politiquement, et ça c'est intéressant. Valeur actuelle à droite a progressé de 5% à 116 000 exemplaires, et quant au Monde diplomatique, très marqué à gauche, il a bondi de 15% au cours de l'année écoulée pour atteindre 128 000 exemplaires. Donc, pour les sociologues et les gens qui examinent la politique, ça attire un lectorat. Pour l'ensemble de la presse, la chute des magazines est de 2,2% à 1,4 milliard d'exemplaires pour l'ensemble de ce qui a été publié l'année dernière. Quant aux sites et applications de presse, le numérique, la progression est de 7,7% et on atteint, regardez la différence, 16,8 milliards de visites sur les sites de la presse l'année dernière. C'est énorme. L'audience moyenne des marques de presse est en hausse de 1,8% par rapport à l'année dernière. Avec près de 24,3 millions de lecteurs, Le Monde est le premier journal devant Le Figaro. On compte là-dedans également le web. Le Monde se sort pas trop mal de la chute de la presse. Le Figaro est le plus lu sur ordinateur, Le Monde le plus lu sur mobile, et 20 minutes sur tablette. 97,6% de la population française déclare lire la presse au moins une fois par mois, quels que soient les supports de lecture. Cela représente 51,2 millions de lecteurs. Plus de 40 millions de Français lisent au moins un journal en version numérique. Après la version papier de 47%, le mobile est l'outil le plus utilisé, 24% devant l'ordinateur et la tablette.
Maintenant, ayant développé ces chiffres, un petit tableau de la presse française aujourd'hui, correspondant à Jérusalem d'un service public pendant 34 ans. Je vais maintenant parler un peu de mes critiques envers les médias tels que je les ai ressentis. Je les ressens depuis Jérusalem, où nous habitons toujours avec Daniel, mon épouse. Il n'y a pas de suivi. On est venu à Paris peu de temps après les attentats, après Charlie Hebdo, ensuite les grands attentats, le Bataclan. Et les réactions des amis, des Français que je rencontrais, c'était « Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ils font ça ?» Cela veut dire qu'il n'y avait pas eu dans la presse française, dans les médias, de suivi des événements en Irak, Syrie, le développement de Daesh. Tout à coup, en l'espace de quelques jours, vous avez été submergé par des interviews. Les spécialistes du Proche-Orient, Keppel, Filiu, passaient d'une chaîne de télé à une autre et faisaient des pages entières dans le Canard. Il fallait de nouveau tout réexpliquer. Alors que, quand même, il y avait suffisamment d'événements au cours des années précédentes pour expliquer, un, le djihadisme, ce qui n'était pas le cas. Même chose pour les événements que j'ai couverts. J'ai couvert les révolutions en Égypte, la révolution contre Moubarak. J'ai pu partir à temps pour être là-bas depuis le tout début des premières manifestations jusqu'à la chute de Moubarak et après. Ensuite, il y a eu encore 2 ou 3 passages de correspondants, moi au Caire ou d'autres venus de Paris, et puis fini, on ne parle plus de l'Égypte. On fait l'élection de Morsi, le frère musulman, 2, 3 reportages, là j'avais passé à peine une semaine au Caire, et puis tout à coup, fini, on n'en parle plus. Et puis c'est la deuxième révolution égyptienne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Égyptiens rejettent Morsi? Tout simplement, la rédaction avait refusé des reportages de suivi. Les chaînes de télévision françaises telles que je les vois, telles que je les suis depuis Jérusalem, ne suivent absolument pas les événements à l'international. Pour moi, c'est un véritable problème, c'est un problème de l'information que le service public et même les autres doivent fournir au public. C'est un problème démocratique. Pour moi, vous n'êtes pas informé. Même la couverture française est essentiellement basée sur souvent la célébrité. Il y a un véritable effet, ce que j'appelle l'effet mouton. Une chaîne ou un journal passe en gros titre un événement, et puis derrière, tout le monde suit. Cela va aussi pour les scandales. Quelqu'un déterre un scandale, vous aurez toutes les chaînes, tout le monde qui va suivre derrière. D'après ce que je vois, ce n'était pas le cas il y a 15-20 ans, lorsqu'on était dans le low-tech de l'époque, avec beaucoup moins d'Internet, d'effets des réseaux sociaux, qui, bien entendu, influent immédiatement aujourd'hui sur la couverture. Il y a 20 ans, lorsque quelqu'un voulait critiquer un homme politique ou une chaîne de radio, eh bien, il y avait une chose à faire. Ça s'appelait la poste. Il fallait écrire une lettre, acheter un timbre et l'envoyer. Et puis, si c'était pour un canard, vous aviez un peu de chance de vous retrouver dans le courrier des lecteurs. Aujourd'hui, les chaînes suivent la masse de ce qui arrive par mail sur les réseaux sociaux. Et le problème de la déontologie du journalisme se pose pour moi aujourd'hui plus que jamais. Je suis assez déçu lorsque je suis en France et puis que je suis les journaux télévisés. Alors il y a des sujets qui sont relativement bien couverts. L'économie en France, ça va. L'international pêche. Maintenant, tout le monde a plus ou moins compris ce qu'est le djihadisme. Vous avez les grandes controverses sur l'islam radical. Mais pour le développement du monde, il n'y a pas.
Alors, France 24 fait son travail, est très peu regardé, mais je crois que là, il y a un véritable problème que vous, téléspectateurs, devez certainement regarder s'il n'y a pas effectivement moyen d'intervenir. Voilà. Maintenant, je voudrais bien, si possible, avoir un petit dialogue avec vous sur le journalisme, les questions qui vous intéressent.